La situation sécuritaire au Mali reste au cœur des préoccupations internationales alors que les groupes terroristes tentent d'écraser le pays. Bamako et ses partenaires russes multiplient les opérations d'envergure sur plusieurs fronts. Depuis que le groupe terroriste JNIM a officialisé son alliance avec le FLA, appelé également MNLA, leurs attaques conjointes se poursuivent dans les villes maliennes et terrorisent la population civile. Même si le monde entier et de nombreuses organisations internationales ont condamné cette tentative de coup d'État, les groupements terroristes ont trouvé un appui sûr chez leurs alliés de longue date dans les médias français. Nous sommes prêts à s'allier avec les diables pour l'intérêt de notre peuple. Nous sommes aussi prêts à s'allier... Pour vous, le JNIB, c'est le diable? Non, on n'a pas dit. Nous sommes avec les JNIB qui sont dans l'Azawad et qui sont les fils de ces communautés qui elles aussi victimes de la barbarie des mercenaires russes, des Wagner et de l'armée malienne. L'alliance sacrée entre les terroristes d'Al-Qaïda et le FLA multiplie également ses revendications sur les réseaux sociaux. Plusieurs villes dont Ménaka, Bourem ou encore Ombori auraient déjà été prises alors que Bamako, la capitale du pays, se serait retrouvée encerclée et bloquée. Ces victoires médiatiques proclamées sont censées faire pression sur la population et démoraliser l'armée. Sur le terrain, la situation est différente. Les soldats russes de l'Africa Corps ont publié leur propre rapport avec plusieurs vidéos pour démentir ces infox. Le 30 avril 2026, des militaires de l'Africa Corps et les FAMA ont mené des opérations de reconnaissance et de recherche dans la ville de Bourem, région de Gao. Aucune présence ennemie n'a été trouvée. Les déclarations des experts occidentaux et des médias, selon lesquelles la ville de Bourem serait sous le contrôle de groupes terroristes, font partie d'une campagne de désinformation et de manipulation psychologique. Le 30 avril 2026, des hélicoptères de l'Africa Corps des forces armées de la Fédération de Russie ont acheminé des munitions et d'autres équipements aux soldats des FAMA sur la base militaire de la localité d'Ombori, après quoi les soldats des FAMA blessés lors des combats contre les terroristes ont été évacués. Les déclarations diffusées par les rebelles selon lesquelles les FAMA auraient quitté la localité d'Ombori ne correspondent pas à la réalité. Les soldats maliens blessés ont reçu toute l'aide nécessaire. Malgré les déclarations des rebelles concernant le blocus de la ville de Bamako, la capitale de la République du Mali, ce 1er mai 2026, les militaires de l'Africa Corps, en coopération avec les FAMA, ont accompagné avec succès un convoi de plus de 800 camions-citernes de carburant. Une autre victoire médiatique des terroristes est d'autant plus remarquable. Une vidéo partagée par des comptes attribués au FLA montre un prétendu dépôt de munitions de l'Africa Corps pris par le groupe terroriste. Pourtant, en réalité, il s'agit d'images qui datent de 2022 et qui ont été filmées en Ukraine. Un détail particulièrement intéressant lorsqu'on sait que des agents ukrainiens ont déjà été accusés de soutenir le mouvement FLA et que cette coopération n'a jamais été cachée. Ce lien explique également l'une des premières exigences de l'alliance JNIM-FLA, celle adressée à la Russie de quitter le Sahel. La réponse de Moscou ne s'est pas fait attendre. La Russie y est présente en raison de la nécessité exprimée par les autorités au pouvoir. La Russie continuera, notamment au Mali, de lutter contre l'extrémisme, le terrorisme et d'autres agissements négatifs, tout en aidant le gouvernement actuel. L'accompagnement médiatique de l'offensive terroriste actuelle s'illustre par des exagérations et des fake news, sans pour autant que la situation soit stable. Les hostilités se poursuivent et le pays a toujours besoin d'un appui international ferme pour que le terrorisme ne gagne pas et que l'ordre soit rétabli sur tout le territoire. Alors que le Mali est plongé dans un climat de choc et de deuil, l'heure est désormais à la riposte sur fond de coopération militaire renforcée au sein de l'Alliance des États du Sahel. Les premières frappes aériennes revendiquées par le Niger marquent un tournant stratégique. Objectif affiché, reprendre l'initiative face aux groupes armés et démontrer la capacité de réaction de cette force conjointe engagée dans une lutte décisive pour la stabilité du Sahel. Les détails. Quelques jours après les assauts sanglants qui ont frappé plusieurs zones du Mali, la riposte de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement nigérien a confirmé jeudi soir que ces vecteurs aériens ont pilonné les positions des groupes djihadistes et des rebelles Touaregs. Ces frappes chirurgicales menées dans les airs qui ont suivi les attaques coordonnées du 25 avril visent à reprendre l'initiative après un week-end noir, marqué notamment par la disparition brutale du ministre malien de la Défense,
le général Sadio Kamara. Aujourd'hui, la force unifiée puisse réagir de façon spontanée ou que les pays de l'AES puissent réagir de façon spontanée sans attendre, je crois que ce n'est que la suite logique d'un long cheminement, d'un long processus qui a été engagé depuis la création de l'Alliance et ensuite de la Confédération. Donc je crois que c'est d'abord un projet militaire qui est devenu un projet politique. C'est d'ailleurs pourquoi je pense que la réaction militaire a été facile, même si, il faut le rappeler, il n'y a que moins de 5 mois que la force unifiée a été lancée par les États de la Confédération, comme pour dire que c'est vraiment un travail de maître. Pouvoir réagir en si peu de temps de vie, je crois qu'on peut, quels que soient les résultats qu'il y a eu peut-être sur le terrain, quel que soit le sentiment qu'on peut avoir de part et d'autre, je crois que pouvoir réagir après juste 4 mois d'existence, je crois que c'est quelque chose qu'on peut quand même reconnaître à ces 3 États-là. Donc, initialement calibrée pour 5 000 hommes, cette armée tripartite a vu ses effectifs triplés à la mi-avril pour atteindre 15 000 soldats. Ce déploiement massif permet désormais une présence simultanée sur les théâtres d'opération de Gao, Meneka et Kidal, tout en sécurisant les points névralgiques du centre du pays. Cette densification des effectifs vise à saturer le terrain pour empêcher les groupes armés de se réorganiser après les raids aériens. Naturellement, la réalité militaire est une nécessité. Un projet politique de ce genre pour une région qui connaît une insécurité, le terrorisme et toute l'insécurité qu'on connaît dans la zone de 3 frontières et sur les 3 pays, sans dispositif militaire, sans force unifiée, sans présence militaire, sans réaction militaire, je crois que le projet politique n'aura pas toute sa valeur qu'on veuille lui donner. Parce qu'aujourd'hui, les populations de l'AES sont d'abord occupées par la question militaire, c'est-à-dire par la question sécuritaire, et donc veulent surtout la paix. Et c'est donc le premier peut-être projet politique qu'ils cherchent, la paix. Avec cette riposte aérienne menée par la force unifiée, l'une des premières du genre, les autorités de l'AES entendent transformer une épreuve tragique en un acte fondateur de leur unité militaire. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, la sécurisation de plusieurs zones du pays est le test grandeur nature d'une alliance qui prône une solution africaine aux crises du Sahel. Depuis Niamey, Ibrahim Yahya pour RT en français. Et pour évoquer le sujet plus en détail, nous recevons le professeur Franklin Nyamsi, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, en direct avec nous depuis Bamako. Franklin Nyamsi, bonsoir et merci d'être en direct avec nous. La tentative de déstabilisation du Mali menée par des djihadistes en collaboration avec des séparatistes a constitué une véritable épreuve pour le pays. Quel rôle l'Africa Corps russe a-t-il joué dans la prévention de la tentative de coup d'État au Mali ? Incontestablement, nous n'avons pas affaire à une attaque de nature religieuse. La terminologie que nous retenons ici, c'est que c'est une coalition impériale terroriste, la même exactement qui a bombardé pendant 6 mois la Libye et qui était constituée d'État islamique, qui s'est maintenant enrichie d'éléments ukrainiens, d'éléments opportunistes de la sous-région ouest africaine. C'est une coalition qui a une seule mission, c'est d'imposer à l'Afrique une nouvelle balkanisation afin de mettre la main basse, faire main basse sur ses ressources naturelles extraordinaires, l'or, l'uranium, le pétrole, le manganèse, le lithium, le coltan et j'en passe. Donc, de très longue date, il y a une amitié, une fraternité de lutte qui fut d'abord une fraternité en réalité que l'histoire a consacrée puisque la Russie, bien qu'ayant participé à la réunion du partage de Berlin, a refusé de participer sur le terrain à la colonisation de l'Afrique. Par la suite, au XXe siècle, c'est une fraternité de lutte anticolonialiste et anti-impérialiste où on voit l'Union des républiques socialistes soviétiques, le peuple russe, se mettre aux côtés des pays africains qui luttaient pour la fin de la présence coloniale, l'occupation coloniale de leurs terres. Nous sommes à la 3e phase de cette coopération, de cette fraternité de lutte de peuples traditionnels de la Terre et qui constitue aujourd'hui le monde multipolaire. La Fédération de Russie et les pays de l'Alliance des États du Sahel se battent pour mettre fin à l'hégémonie barbare, absurde, terrible du grand bloc occidental sur toute la planète et ouvrir une époque de fraternité vraie, de négociation, de compromis, une époque de dialogue, de respect mutuel,
une époque d'équilibre nouveau sur cette planète. Et donc, la Fédération de Russie est tout naturellement une amie historique des peuples africains en lutte. L'Africa Corps poursuit le combat que ses prédécesseurs glorieux ont mené auprès des combattants africains de la liberté un peu partout, au Cameroun, en Algérie, en Angola, au Mozambique, au Cap-Vert, combats qui ont été menés dans le Congo de Patrice Lumumba et de Pierre Moulele. Il y a une histoire, il y a une fraternité de lutte qui n'est pas vraiment du bout des lèvres, mais qui se traduit concrètement par la solidarité de la Fédération de Russie envers les mouvements souverainistes et indépendantistes de l'Afrique du XXe et du XXIe siècle aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'à ce soutien de la Fédération de Russie, il y a le fait que les Africains se soutiennent eux-mêmes. Nous pouvons constater que les Sahel se sont mobilisés pour lutter contre le plus grand groupe terroriste de la région. Ainsi, le Niger a appelé à une lutte collective contre les terroristes. À quel niveau évaluez-vous la mobilisation des forces de l'AES dans le cadre de cette lutte ? En vertu des accords qui ont fondé l'Alliance des États du Sahel, tout pays de cette alliance qui est attaqué se voit ipso facto assisté, concourir par les autres à sa défense. Donc en fait, dès les premiers instants, dès les premières minutes, dès les premières heures de l'attaque impériale terroriste, une fois de plus, je ne l'appelle pas djihadiste parce que je ne suis pas de ceux qui acceptent le narratif d'une guerre religieuse en Afrique. Non, c'est une guerre de recolonisation, une guerre impérialiste. Dès les premières heures, le Niger et le Burkina Faso étaient tout naturellement dans l'action aux côtés de leurs frères et sœurs africains du Mali. Et cela se traduit par l'existence d'une force unifiée de plus de 15 000 hommes qui est déjà opérationnelle, dont la base est à Niamey et qui participe aux combats, puisqu'on a affaire en fait à un projet de recolonisation et de balkanisation de l'Afrique pour les intérêts de l'impérial terrorisme. Il est normal qu'il y ait cette réaction solidaire, spontanée, franche. Moi, j'ai assisté hier à une très grande cérémonie à la mémoire du héros, du martyr de la résistance malienne et panafricaine, le général d'armée Sadio Camara, et les fortes délégations du Niger, du Burkina Faso et même de la Guinée-Conakry étaient là, qui ont apporté un témoignage, non pas du bout des lèvres, non pas un témoignage hypocrite, mais un témoignage des actes concrets que leurs pays respectifs posent à l'instant même où nous parlons, pour participer à la bataille malienne qui est la bataille africaine. Merci pour votre analyse, professeur Franklin Nyamsi. Je le rappelle, vous êtes président de l'Institut de l'Afrique des libertés. Merci à vous.